Bonsoir, je suis Hugo S. Et bonsoir, je suis Stéfifi alias Stéphane. Cyril. Bonsoir, Hector, alias de Cyril. Et Pascal. Bonsoir, Pascal, alias Passender sur le forum. Voilà, eh bien nous sommes réunis aujourd'hui donc pour faire le podcast concernant la nouvelle génération de produits Marantz Home Cinéma, donc la génération 2020. Donc notre invité aujourd'hui, Monsieur Yann Ghezi, donc qui est European Product Trainer. Yann, est-ce que vous voulez nous dire quelques mots plus précisément sur votre fonction, que recouvre cette fonction Cette, chez oui, Sound United? cette fonction est assez vaste en fait. Elle va recouvrir pas mal de fonctions au niveau de, en fait, tout ce qui est remontée terrain, discussion avec tout ce qui est intégrateur, tout ce qui est fonctionnalité un peu poussée, et puis tout ce qui est formation des revendeurs, que ce soit les grandes chaînes et les revendeurs très spécialisés. Donc ça va aller jusqu'à l'intégrateur qui va faire de la domotique de A à Z. Donc voilà, c'est un peu ma spécialité et c'est moi qui répare ou qui vais dépanner des solutions complexes et qui va faire le lien avec les ingénieurs. D'accord. Donc on peut dire que vous êtes vraiment au cœur de tous les problèmes et de tous les développements. Pas mal, oui. Ouais. Ok, ben écoutez, ce que je vous propose, Yann, c'est de nous faire un petit topo donc rapide sur les caractéristiques des nouveautés qui sont intégrées dans ces nouveaux produits Marantz. Donc, Oui. de quoi s'agit-il exactement? Alors en gros, ce qui va beaucoup changer cette année, c'est l'arrivée de la HDMI avec de la 8K en fait aussi chez Marantz, avec bien Donc sûr toutes les... HDMI 2.1, c'est ça? Alors, on peut pas l'appeler 2.1, je vais essayer d'être précis là-dessus, parce qu'en fait, la norme a été fixée en novembre de l'année dernière. Cette norme valide un certain nombre de fonctionnalités sur la prise HDMI et une bande passante. Par contre, la certification HDMI 2.1 n'est toujours pas valide. C'est-à-dire que le HDMI Forum n'a toujours pas validé de système de certification. C'est pour ça qu'on voit à l'heure actuelle beaucoup de télé qui vont sortir avec des prises 8K, mais personne ne peut certifier que sa prise 8K est 2.1. Donc à l'heure actuelle, on ne peut pas garantir une prise 2.1 officielle. Mhm. Donc ça devrait être certifié normalement au courant septembre-octobre. On a vraiment travaillé de manière à mettre toutes les fonctionnalités qui sont dans la norme. C'est-à-dire que la norme qui a été établie, on a bien établi toutes les normes. Par contre, on aura la certification qu'en octobre à peu près. Donc là, pour le moment, on peut dire qu'on a des prises HDMI 8K qui font tout ce qu'elles devraient faire une prise HDMI avec cette norme-là. On a bien sûr la LLM dedans, on a le VRR, on a le QMS, on a le QFT, on a l'IRC. Alors je vais revenir dessus en détail. Ouais. Ce qui est important, la LLM, c'est même quelque chose qu'on a mis il y a pas mal d'années sur nos produits, puisque si on remonte 3 ans en arrière, on a même fait des mises à jour sur des anciennes gammes pour avoir la LLM, qui est l'Auto Low Latency Mode, qui est plutôt fait pour les joueurs, puisque ça évite d'avoir des latences dans les images et ça va désactiver certaines fonctionnalités sur l'écran qui mettaient un délai de retard. Après, on a maintenant les nouvelles normes qui sont le Quick Frame Transport, qui lui permet aussi de réduire la latence pour les gamers. Ça veut dire que quand il va jouer un jeu sur PlayStation ou sur Xbox ou sur son PC, dès qu'il va avoir une interaction dans son jeu, il va le voir à l'écran. C'est-à-dire qu'il va y plus y avoir ce délai de réaction qu'on a de temps en temps, on cliquait sur sa manette et on avait le mouvement qui apparaissait quelques secondes après à l'écran. Maintenant, il y a aussi le Quick Media Switching. Alors ça, c'est plus intéressant pour ceux qui regardent du contenu en streaming ou des vidéos ou de la télé. Ça permet de basculer d'un standard à l'autre. Par exemple, quand on va changer de chaîne, de temps en temps, on n'a pas la même résolution. L'écran passait au noir et mettait un certain temps à se rafraîchir pour retomber sur la bonne résolution. Maintenant, en fait, on n'aura plus cette séquence de noir. Automatiquement, l'image va apparaître
Donc, on a avec le Quick Media Switching cette avancée et ça aussi, ça sera assez pratique. Ça évitera par exemple qu'on change de résolution sur un PC, sur un projecteur. Automatiquement, le projecteur va rattraper l'image. Il n'aura pas besoin de rafraîchir pendant X secondes avant de pouvoir resynchroniser. Alors, bien sûr, il faut que la télé et que le projecteur soit aussi QMS. Ça va dépendre aussi des futurs projecteurs. Ensuite, on a le VRR, Variable Refresh Rate. Alors ça, c'est quelque chose aussi important pour les joueurs, puisqu'en fait, pour le moment, quand on a une fréquence d'échantillonnage, d'une fréquence de diffusion, du 25 ou du 50 ou du 60 ou du 100, 220 ou du 120 Hz, on est fixé sur cette fréquence. Là, avec le VRR, en fait, pour les jeux, la fréquence de balayage va pouvoir augmenter selon les besoins du jeu ou de la carte graphique. Donc, si la carte graphique accélère sur certains passages où on a besoin de plus de détails parce qu'il y a beaucoup de mouvements et beaucoup de scènes d'action, automatiquement, le taux de rafraîchissement de l'image va accélérer et en fait, le système va s'adapter en temps réel au taux de rafraîchissement. Donc, ça permet en fait d'avoir des scènes où il y a peu d'action avec un taux de rafraîchissement faible pour gagner un peu en bande passante. Et dès qu'on va vouloir avoir des scènes très détaillées, avoir du 120 Hz par exemple, on va pouvoir avoir ce 120 Hz automatiquement. En fait, cette compatibilité, est-ce qu'elle concerne l'ensemble des entrées, toutes les entrées, ou seulement une entrée Alors, avec... Voilà. oui, pardon, oui. Une entrée seulement pour le moment. Il y a une entrée qui est compatible avec ça. Il y a une ou deux sorties selon la gamme de produits avec cette fonction-là. Alors c'est vrai que ça peut être un peu frustrant, mais en même temps, il n'y a pas énormément de sources. Il y aura beaucoup de sources qui vont être en streaming et souvent avec les streamers intégrés dans les télés. Ça va être pour avoir une console de jeu pour le moment, pour le 8K. C'est vrai que c'est le pendant. Après, on va rester encore beaucoup sur des plateformes 4K à l'heure actuelle. En réalité, pour en avoir parlé par ailleurs concernant cette limitation, en réalité, ce n'en est pas une, puisque en fait, on se dirige de plus en plus vers un positionnement d'une télé qui devient un switcher, Ouais. sachant que en fait l'ensemble Xbox, PS5, etc. serait potentiellement connecté directement à la télé, et la télé en fait communiquerait avec la partie donc de reproduction sonore, d'où le fait que une seule entrée en réalité suffit amplement, puisque le switching se produit en amont au niveau de la télé. Et utiliser une console de jeu uniquement en audio, ça n'a pas vraiment beaucoup de sens. Non, surtout que bon, maintenant, on va pouvoir aussi, ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'il y a l'IARC, hein, puisqu'avant, on avait de Bien l'ARC sûr. basique. Depuis maintenant 2 générations, on a l'IARC. On peut récupérer les formats Dolby Atmos, DTS:X, les formats haute résolution. On n'est plus limité au Dolby Digital et au DTS standard. Donc, ça, c'est aussi important. Donc, la télé peut renvoyer le bon format audio. Est-ce que c'est pas, j'avais juste une toute petite question sur ce point-là, c'est quand même un changement de paradigme assez important pour vous. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, en HDMI 2, clairement, l'ampli au cinéma était le switchbox de toutes les entrées HDMI. Oui. Là, maintenant, vous perdez cette fonction d'objet central dans le home cinéma, quoi. On le perd un peu, mais c'est toujours pareil. Combien de sources 8K on va avoir qui ne vont pas ou être intégrées dans la télé, à part les consoles de jeu. Pour le moment, on ne voit pas arriver de lecteur 8K. Donc ça va être vraiment du streaming. Donc je pense que on va avoir beaucoup de sources anciennes, comme du Blu-ray, entre guillemets anciennes, hein, parce que c'est tout récent, mais du Blu-ray, pour ceux qui ont encore des DVD, qui vont être connectés à l'ampli. Et dès qu'on va avoir de la console de jeu, ça va être direct sur la télé. En plus, la connexion, on n'a pas d'intermédiaire, donc ça permettra encore d'aller plus vite.
D'accord. Et juste pour clarifier, donc il y a un port d'entrée qui va avoir à la fois la partie 8K, c'est-à-dire pour la bande passante, mais aussi donc toutes les fonctionnalités que tu as évoquées juste avant. Oui. Donc toutes ces fonctionnalités seront sur un seul port qui sera le port 1, enfin le port quel qu'il soit. Le port, ouais. Qui sera dénommé port 8K en fait. On va supprimer, je vous envoie. J'ai envoyé à certains d'entre vous des images derrière. On voit très bien le port il y a une entrée qui a disparu hein, et qui est devenue, qui s'appelle 8K et qui pourrait être assigné à ce qu'on en fait. En fait, ce sont des illustrations qui sont directement disponibles sur dans le sujet dédié. Sachant que dans ce contexte-là, on peut considérer d'une certaine façon qu'on est en train de switcher de paradigme. C'est ce que disait Pascal tout à l'heure. On est passé d'un switching processing audio vers un switching vidéo. Pourquoi? Simplement parce que aujourd'hui, en fait, on ne peut pas concevoir, dans ce contexte home cinéma et en particulier de gaming, on ne peut pas concevoir l'audio sans la vidéo. Donc autant intégrer un switcher plutôt du côté de la télé. Et d'ailleurs, quand vous regardez les développements des tout derniers produits LG, en l'occurrence, toutes les entrées sont HDMI, HDMI 2.1 avec une limitation au niveau de la bande passante. Oui. Bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Enfin, moi, Hugo, si tu me permettrais, j'aimerais bien quand même rajouter un peu une question ouverte. Je ne suis pas certain que ce soit un décalage du switching. J'aurais plutôt tendance à dire que l'HDMI 8K apporte un standard et je dirais une facilité d'intégration par des produits basiques. Bien sûr, 8K, on ne va pas dire que c'est basique, mais on imagine demain une télé 8K, une console et une barre de son très haut de gamme, où là, on n'aura pas forcément besoin d'un switching audio et d'un équipement audio haut de gamme pour pouvoir faire le switching. Par contre, de là à dire que demain, le cœur du système sera le switching par la télé, je ne suis pas forcément d'accord. Ça reste à prouver. Oui, mais pas de souci. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir plusieurs points de vue. Et juste un dernier petit commentaire aussi que Yann n'a pas forcément dit, mais attention, je ne vois pas la pierre, hein, c'est juste le fameux retour de son, là, l'IARC. Oui. Avec un seul 8K, c'est compliqué parce que si demain je veux avoir un son de haute qualité, alors que si ma télé n'a qu'un port 8K, ben, je ne peux pas le faire puisque c'est le 8K qu'embarque aussi l'IARC. Et donc, si j'ai une barre de son, une télé et une super console, eh ben, je ne sais pas profiter demain, si j'ai qu'un port 8K, d'un son de très grande qualité avec ma barre de son. L'IRC, il est sur tous, hein. Il est sur tous les ports. D'accord. Ah, en fait, c'est très important. C'est pas lié à la 8K en fait. Si vous voulez. D'accord. L'IRC, c'est pour ça que j'ai précisé que c'était déjà sur les gammes de l'année dernière. En fait, on avait déjà intégré quelques fonctionnalités comme l'IRC, l'ALLM, qui étaient déjà sur les produits de l'année précédente et voire une génération avant d'ailleurs, qu'on a injecté sur les modèles plus anciens. Donc ça, on a fait les mises à jour au fur et à mesure. Et l'IRC, non, ça, c'est pas dédié au 8K, mais ça en fait partie. Ok, ben merci beaucoup de la précision, c'est précieux pour moi, parce que justement, je trouve qu'on se perd un peu dans les standards HDMI, et pour moi, l'HDMI 2.1 était lié à l'IARC et à la 8K, donc je comprends qu'en fait, pas forcément, on peut avoir de l'IARC sans avoir la 8K, c'est donc décorrélé, d'accord. Voilà, c'est décorrélé. En fait, c'est le problème théoriquement, on n'a pas le droit de dire 2.1, machin, etc., puisqu'en fait, on doit plutôt préciser les fonctions qu'on intègre. Donc, on essaye d'intégrer le maximum de fonctions, et c'est pour ça qu'il y a eu des révisions comme 2.0A, 2.0B et une version un peu intermédiaire C, qui permettaient en fait d'injecter des fonctions supplémentaires, comme l'IARC, comme la LLM, des choses comme ça, et qui permettaient de faire une version 2 points boostée en fait. D'ailleurs, sur le 3006, on retrouve la LLM oui. sur les ports HDMI. Hein, donc,
Oui, même sur les 3005 chez Denon avant, ça fait sur certains produits, on est remonté jusqu'à pratiquement 4 ans en arrière. On a réussi à l'injecter par software. Et l'IARC, bien sûr. Oui. Et c'est vrai que cette discussion de HDMI 2.1 et la remarque de Steph est très intéressante. Steph qui n'est pas vraiment un néophyte, mais effectivement, les gens se perdent vraiment dans tous ces acronymes et finalement on assimile des notions alors que en réalité il y a une facilité d'utilisation, y compris dans un contexte HDMI 2.0 un petit peu évolué. Vous avez cité le C, effectivement, beaucoup de gens connaissent le B, mais l'évolution qui a été faite par le C et qui a été une évolution silencieuse a permis d'intégrer tout ce style de choses, Ouais. et en particulier l'IARC. Ouais. En attendant, le consommateur moyen, c'est pas du fait de Denon Marant, c'est du fait de l'organisme qui gère le HDMI, mais le fait qu'on ne puisse pas appeler un port HDMI 2.1, mais toute la liste de la ribambelle de fonctionnalités, le consommateur moyen, il va être complètement largué. Hein. Oui, c'est très curieux. Le Wi-Fi, si on regarde le forum Wi-Fi, fait complètement l'inverse. Ils font appeler Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 et ils arrêtent avec toute la ribambelle de sous-noms. Et le HDMI forum fait l'inverse. Donc là, je peux pas plaider ou dire quoi que ce soit. C'est totalement indépendant de nous. Non, mais bien sûr. Faut dire les choses clairement, c'est pas vraiment très clair. Non. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est assez compliqué. Oui. Bah écoutez, du coup, puisqu'on est dans le switching Oui. et que la fonctionnalité d'un processeur, c'est justement la reproduction audio par-delà tout ce que l'on a évoqué dans le contexte vidéo. Quelle nouveauté avec la nouvelle gamme, Yann? Alors, déjà, sur tous les modèles, on va rajouter le Dolby 8 Virtualizer, c'est-à-dire qu'on va pouvoir simuler des enceintes hauteurs sans en avoir, c'est-à-dire qu'on peut faire un système 5.1, 7.1 au sol et virtualiser les enceintes en hauteur avec le nouveau système Dolby, qui marche pas mal d'ailleurs, qui est assez surprenant. C'est la première fois que je vois un virtualiseur qui donne une ambiance, une vraie ampleur. Alors c'est sûr, c'est pas aussi précis que si on a des vraies enceintes au plafond. Ça, je conseille toujours de garder des enceintes au plafond. Ça marche vraiment très très bien. C'est très surprenant. Mais on a cette fonction en plus sur tous les appareils. Ce qui va aussi apparaître, c'est sur Marantz, on va commencer avec le haut de gamme, avec le SCR95, on va pouvoir lui injecter le DTSX Pro aussi fin d'année. Donc ce produit on va pouvoir avoir un upgrade et on va pouvoir utiliser par exemple sur de l'Atmos ou de l'Euro 3D les centrales hauteurs, rajouter des wide si on a envie, on pourra configurer son système en 13.2 complet. D'accord. Et donc le DTSX Pro, vous dites, c'est vers la fin de l'année, c'est ça? Oh, ça devrait être octobre, si je m'avance pas Octobre. trop. Voilà. Et Ok. oui, ce sera une mise à jour gratuite. Effectivement, donc c'est et le DTSX Pro permettra d'utiliser l'ensemble de toutes les configurations d'enceintes possibles. C'est-à-dire que si on a par exemple un contexte de 7.2.6 ou un 9.2.4 ou du 7.2.6 mais avec une Voice of God et une Ça, centrale là-dessus, DTSX Pro saura trouver ses petits et utiliser l'ensemble de la config, c'est bien ça? exact. Donc le DTSX Pro, c'est pas un standard qui va être inscrit dans un disque ou dans un support. DTSX Pro, c'est juste, on va utiliser en fait tout ce qui est algorithme de positionnement dans l'espace en 3D, et lui va les repositionner par rapport aux enceintes qu'il a disponibles. Est-ce qu'on peut dire que c'est un super upscaler? Ça va être un super upscaler, ouais. Ouais. Je suppose que vous avez dû entendre donc le DTSX Pro. Oui. Quelle différence avec l'upscaling Oro 3D, puisque en fait Oro 3D fait quasiment la même chose, puisque en fait il sait upscaler de façon native, on va dire ça comme ça. Pour vous, Oui, le résultat? le résultat,
j'ai toujours un penchant pour l'euro, mais c'est vrai que le DTS-X Pro là, permet d'aller plus loin, d'avoir un peu plus de choses. Surtout par rapport, si on a des bandes son qui sont déjà basées sur de l'objet, là on a quand même un résultat un peu plus précis et un peu plus fin. Je trouve par contre que l'euro sur des bandes son plus basiques du 5.1 ou de la stéréo, on arrive à des choses beaucoup plus agréables, beaucoup plus physiologiques, on va dire. L'euro, pour moi, est magnifique. Ouais. Sur du 5.1, c'est vraiment un upscaler qui est vraiment magnifique. Ah oui, l'aromatique, oui. C'est vraiment génial. Il est, enfin, bien sûr, tous les goûts sont dans la nature, mais c'est vrai que c'est. Et du coup, Euro 3D, est-ce qu'il sera disponible sur l'ensemble de la gamme ou Non, uniquement... toujours qu'à partir d'une certaine gamme, donc on va pouvoir commencer en aromatique toujours à partir du 95. Hein. C'est sur le haut de gamme de ce qu'on présente aujourd'hui. D'accord. Donc il n'est pas disponible sur le 70-15. Je vais vous dire une bêtise. Oui, je crois qu'il est sur le 70-15. Si, il est sur 70-15, c'est moi qui ai dit une bêtise. Il est à partir du 70-15. Oui, il est descendu d'un cran. Pascal, tu as le fichier sous les yeux Oui, j'avais le fichier sous les yeux, mais j'allais confirmer la même chose. C'est à partir du 70-15 oui, c'est moi, la fonction Euro 3D apparaît. Oui. On ne peut pas parler de ces deux autres mixeurs sans parler sans parler du Dolby DSU. Oui, le Dolby Surround, oui. C'est quand les wide, Yann? C'est possible les wide, mais pas sur Dolby toujours. Donc il faudra mélanger un autre mixeur autre. Mais l'avantage, c'est que cette année, en fait, Dolby a ouvert. Donc on n'est plus limité, si on a une bande son Dolby Atmos, on n'est plus limité à rester sur du Dolby Atmos ou du Dolby X. On peut utiliser un autre mixeur de son choix. C'est-à-dire qu'on peut mettre de l'aromatique dessus, on peut mettre du DTS-X Pro ou du Neuralix. D'accord. Mais le Dolby Surround permettant la mise en œuvre des wide, le serpent de mer que l'on attend depuis 1 an, c'est pour quand? Je n'ai pas de date exacte. On espère pouvoir l'ouvrir, mais on n'a pas de délai, on n'a pas de date encore. D'accord. Des questions, messieurs? Non, juste une petite remarque avec un ton humoristique. Je comprends aucun mot de la conversation. En fait, c'est des acronymes de systèmes de décodage. En fait. Il y a plusieurs systèmes de décodage. J'ai bien compris, mais c'est là où je vois en fait que le cinéma de passionnés reste un monde assez fermé et pas si facile d'accès. Non, c'est vrai, je suis d'accord, mais c'est pour ça qu'il faut. Là, j'explique parce que je pense qu'il y a d'autres auditeurs qui vont nous entendre. Et en fait, c'est vraiment juste des acronymes, c'est-à-dire qu'on utilise une technologie qui est faite par Dolby, une par DTS ou par Oro. En fait, c'est juste des concurrents qui ont chacun leur techno de décodage. Alors, on peut plutôt aimer le son d'une marque ou d'une autre. En fait, ça va être des marques de décodage. D'accord, et donc si je comprends bien, pour traduire avec mes mots, je mets mon Blu-ray qu'il y a une piste de son et elle va être plus ou moins améliorée par ces processeurs, c'est ça? En fait, le processeur, lui, oui, il va extraire le film parce que chaque film est encodé d'une certaine façon. Il peut être encodé en stéréo ou du 5.1, c'est-à-dire qu'il va avoir 5 canaux, une centrale de largeur pour la musique et 2 surrounds, en fait, 2 enceintes arrière pour donner les effets, ou il va être encodé sur plus de pistes. Et en fait, selon le type de format, il y a un nom pour chaque format. Du 5.1, c'était du Dolby Digital et du DTS, donc c'était les deux concurrents. Ils font la même chose à chaque fois. Après, dès qu'on a augmenté un peu les canaux, on a appelé ça DTS-X, DTS à Dolby Atmos, je simplifie, hein, et on a rajouté des enceintes au plafond. Donc à chaque fois, c'est un peu un concours de qui fait mieux que l'autre. Donc il y a Dolby, DTS, mais arrivé dans la bataille Oro 3D, qui est arrivé avec un autre procédé, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment des choix, et selon l'encodage du film à la base, le film il y a un flag, en fait, il y a un drapeau qui va enclencher le bon format sur l'appareil. Par contre, on peut, dans le cas où on a un film 5.1, rajouter des enceintes hauteur, mais c'est pas obligatoirement encodé à la base. Donc dans ce cas-là, on va utiliser des systèmes qui vont en fait émuler, en fait, générer ces voix supplémentaires au plafond. C'est l'upscaling dont on parle. D'accord, oui, c'est bien. C'est pour ça que j'ai demandé la confirmation. Bien sûr.
Et Voilà. en fait, autant j'étais pas trop largué sur les formats, autant je n'avais pas idée qu'il y avait maintenant des processeurs qui permettaient de simuler une bande son multicanal plus performante. Oui, en fait, ils vont rajouter des voix, en fait, rajouter des canaux selon la position du son dans l'espace. D'accord. Et c'est pour ça que ce que Yann disait tout à l'heure, où on est passé un petit peu rapidement, le virtual, le Dolby Virtual Atmos, c'est ça? C'est comme ça que vous l'avez appelé, Yann? Le Dolby Virtual Auteur, en fait, on Oui, l'appelle comme le ça. virtual auteur, qui permet en fait de faire de l'upscaling, mais de l'upscaling virtuel. C'est-à-dire que si on dispose d'une installation 5.1 par exemple, eh bien, on pourra faire de l'upscaling virtuel en hauteur. C'est-à-dire qu'on aura l'impression, alors personnellement, je n'ai pas écouté, c'est pas vraiment ma tasse de thé, mais effectivement, c'est vrai que ça peut intéresser pas mal de monde et que potentiellement, il y a un marché là-dedans. Ah, ça peut sans doute faciliter l'intégration. D'ailleurs, peut-être que Yann peut nous le dire, dans le sens où, certes, je comprends que ça va jamais être aussi bien que des canaux au plafond. Par contre, aujourd'hui, on trouve des enceintes qu'on met devant de la scène avec des petits socles là qui orientent des haut-parleurs vers le plafond. Oui. J'ai toujours eu des doutes sur la qualité et en fait, est-ce que on vient avec ce type de logiciel avoir un meilleur résultat que des enceintes dirigées vers le plafond? Non, ça va être du même niveau. D'accord. Après, tout dépend. Les enceintes qui sont posées en socle, en fait, sont un peu particulières puisqu'elles suivent des normes Dolby, celles dont on parle, puisque Dolby a bien spécifié. Et quand on va installer ces enceintes, il faut bien les rajouter en tant qu'enceinte Dolby puisqu'elles ont une inversion de phase. Elles ont tout un traitement à l'intérieur qui permet d'envoyer le son au plafond. Donc, on ne peut pas utiliser une enceinte traditionnelle et la poser dessus en biais, ça donnera absolument rien. Et en fait, ça va jouer avec la réflexion du plafond. Donc, si votre plafond est absorbant, ça ne marche pas. S'il y a des poutres, ça ne marche pas. Tandis que le système de virtualisation, ça permet de s'affranchir de pas mal de choses. Ça ne donnera pas un résultat aussi précis que ce que je disais avec des vraies enceintes. Par contre, ça donne une ambiance un peu supplémentaire, un peu plus large au-dessus de soi. Pas avec la précision du positionnement, mais on a cette sphère qui va un peu se créer au-dessus de l'écoute, de la zone d'écoute, qui n'est pas désagréable. Donc, je pense qu'on peut rassurer les gens qui ont des configurations plus modestes que nous, c'est-à-dire 5.1, 7.1, ils vont pouvoir profiter de nouvelles fonctionnalités qui vont permettre d'aérer un peu l'espace sonore. Oui, puis ça permet aussi de tester, de goûter, de voir si ça plaît ou pas. C'est aussi une étape, ça permet de faire les choses en pas à pas, parce que c'est quand même un investissement à chaque fois, et on ne peut pas toujours mettre des enceintes partout, mais ça permet aussi d'avoir ça et une autre sonorité plus agréable. Bien sûr. On peut juste rappeler ici que les divers processing aujourd'hui permettent de faire des merveilles. Il y a un processeur qui s'appelle le Smith Realizer A16 qui vient d'être mis à jour et qui permet la reproduction au casque du Dolby Atmos en 24 canaux. Ouais. Donc 24 canaux reproduits au casque. C'est assez bluffant. Je possède ce processeur. C'est vraiment très très intéressant. Pour en revenir à Marantz, on n'a pas parlé, Yann, de l'Odyssée MultiQ et de quelque chose qui peut s'avérer être vraiment particulièrement intéressant pour pas mal d'utilisateurs, à savoir la double mémoire. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, en fait, cette année, on a rajouté en fait une double mémoire. Donc, on peut faire 2 presets d'enceinte. En fait, on peut faire 2 réglages d'enceinte. Donc, on peut faire preset 1, preset 2 avec 2 typologies de positionnement d'enceinte. Ou ça peut aussi servir dans le cas où on a, par exemple, un télé dans la journée, on va juste regarder la télé au cinéma. Le soir, on va descendre son écran, donc automatiquement, on va modifier l'acoustique de la pièce, on va fermer les rideaux, donc l'acoustique va encore complètement changer. Donc là, on va pouvoir faire 2 calibrations, une avec écran, une avec la télé, ou avec un différent setup d'enceinte. Donc on peut après basculer de l'un à l'autre automatiquement en rappelant le preset. Et puis, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots
complémentaire concernant ce que nous avons découvert la dernière fois lors du podcast Denon, à savoir que bien que d'apparence similaire, tous les micros Odyssey fournis ne sont pas exactement les mêmes. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots complémentaires par rapport à ce qui a été dit, en fait, ce que vous nous avez révélé en fait? En fait, il y a 3 niveaux de gamme. En fait, chaque cellule va être différente selon le type de produit. En fait, et selon le type d'Odyssey. Si on prend un Odyssey basique, un XT, on n'aura absolument pas le même micro que sur un XT32. Et après, si on monte en gamme, on n'aura pas la même cellule. Donc, on aura toujours des cellules plus ou moins précises. Donc, ne pas les mélanger. Ça, c'est très important. Et toujours utiliser le micro qui vient avec le produit, puisque là, on aura un micro qui est plus performant si on a un haut de gamme ou moins performant, mais qui aussi correspond aux caractéristiques et c'est intégré dans l'Odyssey. C'est-à-dire qu'en fait, on connaît la courbe du micro selon le niveau. Donc ça, c'est déjà préétabli aussi dans le système. Donc c'est très important de ne pas les mélanger. Quelqu'un a des questions concernant tout ce qui vient d'être dit? Oui, concernant la mémoire, est-ce que quand on zappe de preset 1 à 2, est-ce que c'est immédiat ou est-ce qu'il y a une petite latence? Une toute petite latence le temps que ça charge, mais c'est très rapide en fait. Oui, c'est de l'ordre de 1 ou 2 secondes à peine. C'est pas très long. Oui, ce qui permettra vraiment de faire des comparaisons relativement rapides, éventuellement quand on souhaite tester deux réglages, oui. deux réglages différents. J'ai une question complémentaire, Yann, sur quand on lit les publications, donc les communiqués de presse que l'on a publiés sur HCFR, il est indiqué en petits caractères 70% de la, c'est en anglais, 70% power guaranteed, 5 channels driven. Qu'est-ce que vous entendez, qu'est-ce que l'on entend par là et à quoi correspond cette certification et pourquoi avoir mis ça? En fait, ce qu'on veut, c'est certifier qu'en 5 canaux, on va avoir au minimum 70% de la puissance annoncée sous 8 ohms. Donc, en fait, si on va mesurer l'ampli de ce qui est les annonces qu'on fait alors, il faut faire attention parce que les amplis, on va les mesurer de différentes façons. Souvent, les gens ont tendance à prendre la puissance comme une mesure qui indique tout. En fait, la puissance ne veut rien dire si on ne sait pas dans quelles conditions c'est mesuré. Donc, il faut savoir sur quelle résistance électrique, sur l'impédance, donc la résistance électrique, pardon, sur quelle fréquence et sur le nombre de canaux. Donc, souvent, on va avoir des amplis qui vont faire 200 watts. Je ne parle pas de certains concurrents ou autres. Il faut vraiment prendre en compte tous les éléments qui sont derrière. C'est-à-dire que si je vous dis demain, je vais vous donner 200 d'argent, mais vous ne savez pas en quoi, ça veut dire si je vous dis c'est des dollars ou des bahts, c'est pas la même chose en fait. Et il faut bien préciser l'unité de mesure. Donc c'est très important. Donc on va se baser sur l'unité de mesure de 20 000, 8 ohms, avec 0,01 de distorsion et on va garantir la même chose sur 70% sur 5 canaux. D'accord. Quelqu'un a des questions concernant ça, Steph? Non, mais pas une question, mais un commentaire dans le sens où, enfin, voilà, c'est rassurant. Autant dans un ampli basique stéréo, sans processeur, sans rien, on arrivait à savoir assez facilement quelle était la puissance raide de l'ampli. Autant en multicanaux, ça devenait un peu plus compliqué et il fallait voire même aller voir des bancs de tests de ceux qui les avaient un petit peu poussés à bout pour savoir un petit peu ce qu'on allait vraiment avoir. Donc oui, c'est bien, c'est rassurant, bravo. Je ne sais pas si c'est que Marantz qui fait ça, mais en tout cas, on commence par Marantz, mais Denon tient à peu près la même puissance. Ce qui est important, c'est que c'est aussi qu'on est passé pendant des années une guerre entre concurrents, il faut être très clair, où on annonçait des puissances d'année en année plus grosses et puis aussi poussées par d'autres éléments, où on annonçait des puissances, des fois on trouvait des puissances avec 10% de distorsion ou mesurées sur 4 ohms
avec juste 1 kg d'une sonorité à 1 kHz. Donc, pour être très clair, 1 kHz, c'est la fréquence d'une alarme. C'est le son le plus facile à reproduire. Il faut très peu d'énergie pour faire beaucoup de bruit. Donc, c'est très facile d'avoir beaucoup de puissance à 1 kHz avec 10% de distorsion. On peut avoir des puissances délirantes en mesure. Par contre, si on veut utiliser et si on veut avoir une information correcte, notre oreille, on va entendre théoriquement à la naissance de 20 à 20 MHz, donc ça c'est une théorie. Après, ça se dégrade, mais on a besoin des 20 MHz pour garantir une sonorité qu'on peut tous entendre à la naissance. On a besoin de savoir sur quelle impédance c'est fait par rapport aux enceintes qu'on va utiliser. Et ensuite, le taux de distorsion. Il faut savoir que l'oreille humaine, on commence à sentir quelque chose à partir de 0,0 quelque chose. Donc 0,09, ça devient très difficile pour la plupart des gens de voir qu'il y a de la distorsion. Il faut au moins 0 sous la virgule. Donc souvent, c'était mesuré à 10%, donc vous imaginez les puissances qu'on pouvait annoncer. Et donc maintenant, on essaye de revenir à des choses plus normales. C'est pour ça que sur nos sites, on met systématiquement les puissances dans différentes façons de mesurer pour pouvoir comparer aux concurrents. J'avais un dernier. Ouais, en effet, hein, cette approche historique, elle date de longtemps. C'est ce mouvement-là, parce qu'à une époque, c'est vrai que les gens se posent la question, toujours sur le forum, on a des gens qui posent des questions sur est-ce que la puissance, ça s'écroule pas quand on rajoute des canaux, et ainsi de suite. Donc, c'est bien cette initiative que vous avez. Ça clarifie la situation. Ensuite, il y a quand même un point peut-être que je voulais noter. Mais là, il ne me revient plus en tête. Donc, si vous voulez bien, on va avancer. Oubliez ma question qui est vide de sens derrière. Mais en tout cas, l'initiative que vous avez est bonne. Bah, on essaye d'en revenir dans ce sens-là. Ça fait des années qu'on se bat avec ça. Pendant des années, en fait, on a annoncé des puissances où on était considéré comme beaucoup plus faibles que nos concurrents, parce qu'on a annoncé de 20 000 avec un taux de distorsion correct. Après, il y a le marketing qui est passé aussi par là, qui à un moment donné a réalisé qu'on ne pouvait pas annoncer toujours la même chose vis-à-vis des autres. Donc, c'est difficile. Mais là, c'est vrai qu'on a des choses plus justes. Entre-temps, j'ai retrouvé ma question. Puisque tout ça, on est bien d'accord, voilà, c'est très compliqué, comme vous avez expliqué, Yann, pour la mesure, en fonction des bandes passantes, en fonction des résistances et ainsi de suite. Ce qui est également clé, on est bien conscient derrière ça, mais là, ça devient très compliqué pour le consommateur moyen, c'est la puissance de l'alimentation qui est derrière et la puissance des capacités de filtrage. Donc, derrière les amplis, on trouve un chiffre derrière qui est l'alimentation, qui varie suivant la gamme. Je suis sûr que sur ma vente, là, on va retrouver des 600, des 700, des 800. Quelle confiance est-ce qu'on peut faire sur cette valeur et à quoi est-ce qu'elle correspond? Ça, c'est la consommation, un max de l'ampli. Ça veut dire qu'à un moment donné, il va consommer X. Le seul problème, c'est qu'avec ça, on a une consommation. Par contre, on ne tient pas compte de ce qu'on va pouvoir restituer, puisqu'en fait, dans un ampli, on a des capacités. Les capacités vont charger du courant. Et en fait, sur une fraction de seconde ou quelques fractions de seconde, on va pouvoir avoir beaucoup plus d'énergie que les 650 watts consommés en continu. D'accord, mais on est quand même d'accord pour dire que le chiffre qui est derrière, enfin relativement parlant, donc si j'ai dans les hauts de gamme, je vais avoir une valeur qui va être plus élevée, genre 800 watts. Oui. Forcément, il a donc une capacité courante supérieure à un modèle en dessous qui n'a que 600 watts. Exact, parfait. C'est logique, oui. C'est-à-dire qu'on va avoir sur des gros modèles, on va avoir du 800, 900 watts, donc on peut avoir 900 watts en consommation permanente. Il faut savoir que là-dessus aussi, il y a pas mal d'éléments qui bouffent de l'énergie. Il y a les cartes HDMI, il y a d'autres éléments. Donc, mais la puissance dans un ampli home cinéma, c'est très compliqué parce que c'est rare qu'on ait les 7 ou les 11 canaux chargés, ou voire 13 canaux chargés en simultané. En plus, il y a des effets d'inversion de phase qui vont pouvoir redonner de l'énergie à certains éléments. Donc, c'est toujours très, très, très difficile d'avoir une idée réelle de ce qu'on va avoir en puissance. Et souvent, on demande aux amplis d'avoir une puissance délirante quand souvent, chez soi, à 20-30 watts, on fait déjà beaucoup, beaucoup de son. On est bien d'accord. Donc, je voulais juste confirmer, c'est parce que c'est aussi, voilà, quand on conseille les gens pour quel modèle choisir, suivant le volume de pièces, ainsi de suite, il reste indéniable que si on monte en gamme, on aura une alim qui va être plus puissante. Oui. Et on aura donc une meilleure réponse de l'ampli globalement dans un volume donné. Oui, j'ai envoyé d'ailleurs à Cyril, je pense qu'il pourra vous les transmettre, c'est la taille des transfos et les poids des transfos et des capacités selon les modèles en fait. Ça change radicalement en fait. On a des alimentations totalement différentes. Parce que moi, à mon avis, ça n'est que mon avis, parce que les gens se focusent tout le monde se focus sur la puissance.
Alors que pour moi, c'est plus important d'avoir une alimentation, par exemple, voilà, quand on annonce des 150 watts ou des 140 watts par canal, voilà, c'est plus que largement suffisant, quoi. Alors que la puissance de l'alimentation, si on écoute à fort volume, peut être un facteur limitant. Et à mon avis, c'est intéressant. Les gens n'ont pas ce réflexe-là, mais d'aller regarder cette valeur de la puissance de l'alimentation. Cette valeur va donner une idée. Ça garantit pas tout. Hein. Il faut faire attention avec ça. Ça garantit pas tout, mais ça donne un bon indicateur. Ensuite, après, ce qui est important, c'est le poids, hein, clairement. Ce qui va être aussi important qu'on peut pas voir, c'est comment est bobiné le transfo. Ça va changer aussi beaucoup de choses. Hein. C'est le nombre de spires ou combien d'éléments on va sortir. Par exemple, on peut faire un transfo sur lequel on va sortir, par exemple, du 70 volts. Et on va alimenter la carte HDMI, on va alimenter l'ampli, on va alimenter tout ça les uns derrière les autres. Et à chaque fois, on va mettre un filtre qui correspond pour avoir la puissance qu'on veut. Par contre, on peut aussi faire plusieurs bobines sur le même transfo et dédier une bobine en 12 volts pour la carte HDMI, une bobine en 24 volts pour autre chose, et ainsi de suite. Du coup, quand l'ampli va consommer, il ne va pas pomper sur la carte HDMI et vice-versa. Donc, on a un son beaucoup plus stable. Donc, il y a plein d'éléments. Ce n'est pas juste de la puissance, en fait. Steph, tu veux dire quelque chose? Non, mais la conversation est intéressante, mais bon, on pourrait passer des heures à parler des alimentations, on pourrait parler des heures à parler des amplis. J'avais une question néanmoins, puisque là on parle de transfo classique exprimé en VA avec des alimentations donc classiques, analogiques. Quid aujourd'hui dans le secteur de l'audio-vidéo, des aliments à découpage, c'est quelque chose qui existe ou pas encore? Il y a des marques en font, hein. Nous on n'en fait pas encore. On n'est pas encore sur l'aliments à découpage. Pour le moment, on fait des essais sur tout ce qui est aliments à découpage sur des amplis FI haut de gamme chez Marantz. On a eu la série 10 par exemple. Le seul problème, c'est qu'on peut faire des très bons amplis à découpage, mais ça coûte très cher. Donc à faire 13 blocs à découpage de très très bonne qualité coûte plus cher que encore du bloc standard AB. D'accord. Et au niveau des classes d'amplification, est-ce que là, je suppose que puisqu'on parle uniquement d'intégrer, donc de processeurs ampli, les classes utilisées, c'est toujours la classe AB, donc ce que l'on connaît depuis très très longtemps. Est-ce que pour vous, l'avenir, c'est la classe D? À quelle échéance? Alors, je ne peux pas vous donner une échéance en home cinéma sur la classe D, mais la classe D a énormément évolué on va dire ces 7 ou 10 dernières années. Il faut savoir qu'on partait de choses qui étaient vraiment très, très plutôt catastrophiques, c'était vraiment très mauvais. Maintenant, on a vraiment des produits en classe D qui arrivent à faire des merveilles. On peut se tromper sur de la classe D, alors là, je vais peut-être faire hurler beaucoup de monde, mais on arrive à trouver des produits en classe D qui sont très très étonnants hi-fi et qui, même par rapport à de la classe A, peuvent être très étonnants puisqu'on va retrouver une dynamique et une douceur qu'on n'imaginait pas. Donc c'est un gros travail, un gros progrès là-dessus. Après, au cinéma, je ne sais pas parce que ça va mettre un certain temps pour avoir ces éléments de très très haute qualité à un prix plus abordable. Donc, mais est-ce que dans ce cas-là, il n'y a pas une corrélation entre la classe D et justement les alimentations dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire des alimentations un petit peu plus simples avec puisqu'on rentre dans ce cas-là généralement dans des alimentations à découpage, donc des économies d'énergie, d'échelle, etc. Est-ce qu'on ne sera pas obligé d'y passer à la classe D? Je pense qu'un jour on sera obligé d'y passer. Pour le moment, ça reste dans le loisir, donc c'est pas un produit de nécessité, mais c'est vrai qu'un ampli classe AB consomme beaucoup plus. Il faut savoir qu'un ampli classe AB est tout le temps à fond. Hein. Le volume ne sert pas à augmenter le volume, mais en fait à le baisser. En fait, tout ce qu'on fait, c'est un frein, et quand on le remet à zéro, on libère entièrement l'ampli. Quand on baisse le volume, on freine en fait l'ampli, mais l'ampli continue à tourner à fond. On appuie juste sur le frein. Tandis qu'un classe D, lui, va tout simplement baisser son intensité et de consommer moins du coup. Donc c'est un rapport de restitution délirant. C'est-à-dire que dans un cas, on va être à 80% et là sur un AB, 30%.
Et chauffer moins aussi, au passage. Ah, il n'y a pas de chauffe. Et peser moins aussi. Beaucoup moins. Oui. Enfin, mais bon, je crois que c'est un débat qui est super intéressant. Hein, on peut... Mais encore une fois, là, dans le monde du home cinéma, il y avait Pioneer qui faisait du Class D depuis quelques années. Bon, Pioneer n'existe plus dans le home cinéma, donc. Oui. Cela dit, pour compléter le débat, la classe D, pour moi, elle a potentiellement quand même beaucoup d'avantages dans le cinéma, dans les intégrations. Ça chauffe pas, ça chauffe moins, ça facilite l'intégration dans un meuble. Enfin, la classe D, à mon avis, au-delà du fait qu'elle est plus économe et elle a un rendement supérieur aussi, sans doute, offre beaucoup de possibilités au loisir. C'est également mon avis. Ouais, je suis totalement d'accord, mais ça viendra. En fait, si vous voulez, pour construire un bon ampli classe D, si vous prenez un gros ampli stéréo comme le PM10 qu'on a fait, en fait, c'est 4 blocs en classe D qu'on va utiliser en inversion de phase pour annuler les bruits comme le câble XLR, plus des tas de filtres, et il faut quand même encore de l'espace pour que ça puisse ne pas s'interférer. Donc, c'est pas gagné encore. On arrivera certainement à faire des amplis. Ça va certainement commencer par l'entrée de gamme, je pense, avec des amplis où on sera un peu moins exigeant peut-être sur la qualité sonore. Sur le haut de gamme, ça viendra un peu plus tard. Il faut qu'on arrive à miniaturiser encore un peu tout ça. Juste un petit peu je vais dire même par provocation, vous avez mentionné le PM10, Yann. Oui. Je vous signale juste que Stéphane voulait depuis... Il m'a relancé je ne sais combien de fois pour le SA10, le lecteur haut de gamme. Ma faute. Je plaide coupable. Vous êtes le responsable de cette mascarade. Non, je pensais en avoir en France et j'en ai pas. Et mon collègue Oliver que connaît. Non, c'était un petit clin d'œil. C'est un clin d'œil très amical et d'autant plus que l'idée, en fait, c'était aussi de tenter de faire quelque chose de sympathique en comparaison de gamme, puisque je suis possesseur d'un AV8805 et d'un système IFI qui est assez évolué. Et je m'étais dit, tiens, c'est peut-être sympathique de comparer un peu le top du processeur audio-vidéo et le top du lecteur stéréo de Marantz pour finalement voir ou plutôt entendre si les différences sont là et assez facilement perceptibles ou si finalement pas tant que ça. Je vous laisserai juger, mais moi je vous dis oui. Oui, mais on ne sait pas, on attend que oui, je vais m'activer. Bien, écoutez, on est passé. Quelqu'un a des questions, pardon. Oui, c'était pour finir sur les transfos dans cette gamme Marantz, comme d'habitude, on s'aperçoit qu'il y a des transfos qui passent de EI à torique. Donc, pourquoi ce choix? C'est un choix historique entre Denon et Marantz. Oui, c'est un choix historique. Denon ne jure que par le I et Marantz que par le toroïdal. Avantage inconvénient peut-être des deux types de transfo. Le I va diffuser et irradier beaucoup plus le châssis à l'intérieur, donc il faut le positionner d'une certaine manière. C'est un peu plus complexe, il faut le fixer avec 4 vis, c'est plus lourd à fixer. Le toroïdal, il irradie beaucoup moins, il génère plus de courant dans un plus petit volume, on prend moins de place. Coûte un peu plus cher certainement. C'est pas évident. Ça coûte un peu plus cher à la fabrication, mais ça coûte moins cher à positionner, à placer, il n'y a qu'une vis. C'est très surprenant. Mais c'est des choix, après, c'est des philosophies de son, c'est ce qu'on évoquait. On verra ça tout à l'heure. Voilà. Et le dernier point, c'est qu'il y a qu'un seul, on a bien compris qu'il y a un seul transfo qui gère toutes les cartes, plus l'amplification. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen d'améliorer un peu encore la qualité du son? Je pense qu'on peut désactiver les blocs sur ces nouveaux modèles, a priori, sur tous les modèles. Sur tous les modèles, on peut désactiver les blocs, on peut passer en préampli pur. On peut aussi passer sur des modes pur direct ou pur direct audio. Il y a 3 niveaux, il y a 2 niveaux de pur direct, ce qui permet aussi de désactiver les cartes vidéo. Donc ça permet de gagner en pureté et en son, en finesse. Justement, puisqu'on est dans ce contexte-là, je vous propose qu'on fasse rapidement un petit tour d'horizon des 4 produits qui ont été présentés, donc en n'oubliant pas
les tarifs et disponibilités, sachant que est-ce que tous les produits présentés ont la possibilité de débrancher les amplis et de, de conserver uniquement la fonction processing ou comment cela se positionne-t-il? Et je vous propose que vous commenciez par l'entrée de gamme, donc le 5015 DAB. DAB. Alors, je Pourquoi précise, DAB? parce qu'il a un tuner DAB pour la France, l'Allemagne et quelques autres pays. Il existe en version non DAB dans d'autres pays. Mais il faut savoir que la commercialisation des produits non DAB seront interdites à partir de novembre 2020 en France. Donc, il est DAB. C'est digital. Audio broadcast, c'est la radio numérique terrestre, en fait. D'accord. Simplifié. Je crois même qu'en France, c'est DAB+, non? C'est DAB+, oui, c'est DAB+. C'est ce qu'il a dedans, c'est du DAB+. Ça, c'est normalisé, c'est déjà pas mal. Ça a mis du temps, mais on y arrive. Donc, très concrètement, le 5015, combien de canaux? Là, on est sur 7 canaux. On va avoir 180 watts. Là, c'est sous ciseaux. Là, c'est ce que je vous donne. Il a le module EOS, bien sûr. Donc là, ça permet de faire du multi-zone. C'est-à-dire qu'on peut rajouter des enceintes dans d'autres pièces ou des mini-chaînes avec le module EOS et envoyer la même musique sur tous les éléments ou des musiques différentes avec la même application. Donc, ça permet de streamer du Deezer, du Tidal, etc. Sur le système. Ce produit-là aussi peut fonctionner avec les assistants vocaux comme Siri, Google Home et Amazon Alexa. Il y a de l'AirPlay 2. Ça, c'est des fonctions conviviales. On peut envoyer sa musique en AirPlay dessus. Ça intègre les possibilités d'envoyer des sons en DLNA aussi. On peut envoyer de la musique via un smartphone avec les applications DLNA. On a une entrée phono. On a bien sûr du Bluetooth en entrée et en sortie. Ça veut dire qu'on peut brancher un casque casque Bluetooth sur son ampli et on peut choisir d'avoir ou le son sur son casque sans fil ou d'avoir le son sur son casque sans fil et ses enceintes en simultané. Bien sûr, on va avoir la virtualisation hauteur Dolby cette année, Dolby Atmos DTS:X sur ce modèle-là. Et on va avoir bien sûr la prise 8K avec toutes les fonctions Dolby Vision, HLG, HDR10, HDR10+, Dynamic HDR, ALM, PRR, QMS et QFT. Et quand on parle du Bluetooth, c'est le Bluetooth à latence réduite? Non, alors non, c'est un Bluetooth assez standard. D'accord. En positionnement tarifaire, on est à 929. Ouais, oui, donc ça a baissé un peu par rapport à la gamme d'année. Oui, pareil, on a un petit côté un peu plus agressif que comme sur des donnes avec les produits. Et on est sorti septembre normalement. D'accord. Pareil, on a le double preset. Et sur ce modèle, on n'a que le Multi-EQ XT. Par contre, on peut toujours aussi piloter avec l'application Odyssey si on veut améliorer la qualité de la calibration. Sachant qu'il y a une grosse différence entre le XT et le XT32. Oui. Le 32 veut dire vraiment beaucoup et je vous propose même en passant sur le 66015. Ouais. Donc lui on passe à combien de canaux et XT32, c'est ça? Là on passe à 9 canaux, mais on n'a plus de tuner dedans, on n'a pas de DAB+, on n'a pas de FM, donc sans tuner, il y a juste les radios internet et la fonction EOS avec tout ce qu'on a vu, AirPlay 2, Bluetooth pour le casque, etc. Là-dessus, on a toutes les fonctions DTS:X. Par contre, ce qu'on gagne en plus ici, c'est de l'IMAX et Enhanced et le 11 canaux processing. C'est-à-dire qu'on peut rajouter un bloc de puissance pour avoir 11 canaux dessus. Donc du 7.2.4 7.2.4, oui. Ou du 9.2 Après, oui, toutes les versions jusqu'à 11 enceintes. D'accord. Vous avez mentionné l'IMAX, DTS IMAX. Il n'y a pas vraiment beaucoup on va dire, de contenu dans ce nouveau format. Ça démarre doucement. Il n'y a pas beaucoup de contenu. On va en trouver pas mal sur des diffuseurs comme Rakuten TV, qui ont pas mal de contenu IMAX. Contrairement à Netflix pour le moment ou YouTube, et il n'y a pas encore beaucoup de contenu en Blu-ray, ça devrait arriver. D'accord.
Des questions? Non, peut-être un commentaire sur le DAB+, qui est certes, je pense, quelque chose qui est important pour pouvoir facilement écouter la radio. Moi, si j'ai bien compris, c'est plutôt un standard qui est fait pour être embarqué dans une voiture et avoir un son potable. Et si j'ai aussi bien compris, les bandes passantes utilisées en DAB+, sont inférieures aux radios Internet. Donc, a priori, à la maison, sur un ampli audio-vidéo, il faudrait mieux utiliser les radios Internet. Oui, je suis d'accord avec vous. Il y a une telle compression à l'heure actuelle, on nous avait vendu ça comme quelque chose d'extraordinaire. Malheureusement, le DAB+ a été utilisé plutôt avec des compressions terribles, puisqu'on est de l'ordre du MP3. Donc, il vaut mieux utiliser une radio Internet. Souvent, on a de meilleurs résultats à l'heure actuelle. On l'intègre parce que c'est obligatoire. Donc, après, sur l'autre produit, on supprime carrément et on laisse juste les radios Internet. Bien sûr. D'autant plus que via EOS, ça marche vraiment pas mal du tout. Oui, on a accès à des milliers de radios permanents. Bien sûr. Ok, écoutez, on a fait le tour du 60-15. On passe au 70. J'ai oublié de préciser son prix, il sera dans les 1200 €, 1199, et septembre normalement en sortie aussi. D'accord. Après, on passe sur le 70-15. Alors là, pareil, on est encore sur un 9 canaux avec 11 canaux de processing. On va retrouver toutes les fonctionnalités qu'avait son petit frère. On monte en prix. Par contre, on a des processeurs plus puissants dessus. On a 2 DSP Graphenlight et on va attaquer avec de l'Euro 3D qu'on n'a pas sur le modèle du dessous. Et la construction interne est différente. Les châssis sont avec quelques plaquages cuivre. On a mieux blindé. C'est vraiment une autre structure interne. Donc on monte en cran et c'est surtout au niveau de la partie pré-ampli et de la sortie. Ce serait intéressant, Yann, si vous pouviez nous envoyer les transfos, etc., de telle façon à ce qu'on les publie sur le... J'en ai envoyé à Cyril, je vais vous renvoyer ça. Oui. Ou au besoin, Cyril me les renverra ou pourra éventuellement les poster directement. Parce que je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. Quand vous parlez de différence de construction, c'est toujours le châssis cuivre qui est utilisé chez Marantz, y châssis dans pour la totalité de la gamme? Pas sur toute la totalité, non. Ça veut dire que sur chaque rang, on va évoluer. Ça veut dire qu'en gros, pour être simple, sur un 75, on va avoir une double couche en fait, avec une double couche d'aluminium. Là, on ne sera pas encore en cuivre sur le 75, 70, 15, mais on va doubler la surface. On va augmenter la surface de l'acier. En fait, on va rigidifier toute la structure, parce qu'en fait, pour éviter toute vibration. Et après, quand on va passer sur un 95, on va rajouter aussi une plaque sous le transphotoroïdal, on va ajouter un châssis cuivre, et ainsi de suite. Donc, on va augmenter systématiquement le blindage, la rigidité du châssis. D'accord. Donc, effectivement, au niveau du 70-15, donc le tarif et les dispos? Alors lui, il serait dans les alentours de 1700 €. Il devrait être aussi, alors je pense début octobre sur le marché. Début octobre. Des questions pour le 70-15? Non, bien. Ok, donc je vous propose qu'on passe donc, à l'intégré haut de gamme, le 80-15, donc le 80-15, donc, qui est un produit aux environs de 3 2999, Voilà. avec une dispo quand? Lui, normalement annoncé pour fin septembre, on va dire plutôt octobre, la situation actuelle. Pareil, c'est un 11 canaux par contre, 13 canaux en processing, IMAX Enhanced, DTSX, DTSX Pro, les 2 DSP, les 2 possibilités de preset en calibration, et les 2 nouveaux DSP Graphenlight, comme les 70-15, qui sont hérités du 88-05 en processing. D'accord.
parce que là, du coup, il y a un gros gap en termes de coûts. Est-ce que ça veut dire qu'il a vraiment été optimisé aux petits oignons, je vais le dire comme ça, parce que 1000, comment dire, 1400 euros. On double la mise, mais là on passe sur un châssis total cuivre, on va avoir un transfo toroïdal, on va passer sur un transfo qui fait 6 kg à peu près, contre un transfo sur le 70-15 qui fait 5 kg, donc on a beaucoup plus de puissance, beaucoup plus d'énergie pour gérer aussi les 11 canaux. On a aussi, là-dessus, on va avoir 22 000 microfarad. En fait, on va avoir des capacités beaucoup plus puissantes que sur le 70-15. Et après, il y a aussi toute la partie composants du préampli qui sont des composants beaucoup plus sélectionnés, beaucoup plus travaillés. Donc, on va gagner en finesse, en son et en blindage aussi à l'intérieur avec la construction où c'est totalement séparé par petites cartes. D'accord. Des questions? Oui, parce que souvent sur le forum, on voit des questions, des gens qui demandent qu'est-ce qui justifie les 500 € de différence avec le 6700H Denon, parce qu'en fait, les gens hésitent entre les deux modèles. Donc, vous avez partiellement répondu avec l'usage du cuivre, le transfo plus qualitatif, etc. Oui, et puis après, ce qu'il faut savoir, la différence, en fait, c'est que si on prend un Denon ou un ampli Marantz, parce que souvent la question revient, qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Souvent, quand on regarde le menu Denon est bleu, le menu Marantz c'est un peu gold. Après, c'est à peu près les mêmes fonctions. On a de l'AirPlay 2, on a du Bluetooth, on va retrouver, c'est assez similaire sur les fonctions de base. Ce qui va changer, c'est aussi la particularité, c'est que chez Denon, on va utiliser des amplis hop opérationnels, en fait, pour les tâches d'entrée, les tâches de sortie. Tandis que sur Marantz, on va utiliser des amplis HDAM. Et en fait, c'est un petit ampli opérationnel, mais qu'on va pouvoir faire aux composants et construire comme on veut et avec la sonorité qu'on veut. Et l'avantage, c'est qu'on peut les booster un maximum, ce qui nous permet d'avoir, avec un ampli HDAM, moins de bruit de fond. C'est plus rapide qu'un ampli opérationnel et on peut le tuner comme on veut. C'est-à-dire qu'on peut donner à Marantz cette sonorité qui est typique à Marantz. C'est-à-dire que Voilà, justement, c'était une des questions. Pourquoi un son Denon et comment un son Marantz? Alors, pour avoir eu l'immense privilège et l'honneur de rencontrer Ken Ishiwata-san, feu Ken Ishiwata-san, un grand monsieur, qui effectivement parlait et qui représentait le son Marantz, dont il était très très fier. Qu'est-ce qui va faire cette caractéristique spécifique alors qu'en réalité les composants, à peu de choses près, globalement sont quasi les mêmes, enfin mis à part le HDAM dont on parlait tout à l'heure et la construction sur AmpliHop. En fait, c'est le tuning, c'est tout le tuning d'un produit. C'est-à-dire que d'un composant à l'autre, faut savoir que les produits sont toujours finalisés à l'oreille. C'est-à-dire qu'on va pouvoir concevoir sur ordinateur un produit pratiquement de A à Z. On va dire, par exemple, on prend les meilleurs composants, on jette les meilleurs composants dedans et on fabrique un ampli. Mais par contre, on s'aperçoit souvent que c'est pas toujours les composants qui ont les meilleurs résultats sur le papier qui vont donner le meilleur son. Ça semble assez aberrant. Mais en fait, de temps en temps, il faut tuner l'appareil. C'est comme un instrument de musique. C'est-à-dire qu'on va choisir un composant par rapport à un autre. Donc, on va avoir des séances d'écoute. Je pense que, je sais pas si Hugo, vous êtes venu à Eindhoven, je crois, vous avez vu Et en fait, dans cette salle, on va passer, par exemple, 5-6 heures à écouter notre ampli avec des produits concurrents et on va ouvrir le capot, sortir les cartes, changer de composant. Et ça va être des sessions qui durent 2, 3, 4 semaines pour qu'on ait une homogénéité en fait dans la gamme déjà, c'est très important, c'est-à-dire qu'on retrouve cette signature sonore qui est chez Denon de l'entrée au haut de gamme et qu'on va retrouver la même signature sonore qui est totalement différente bien sûr chez Marantz avec une philosophie. En fait, on a deux philosophies différentes. Denon vient de l'enregistrement, vient du studio, vient du monitoring, donc c'est quelque chose de très très droit, de très analytique, de très pur. Tandis que Marantz vient d'un univers de passionnés de musique, d'une autre façon. On ne vient pas du pro, on vient de gens qui avaient envie d'écouter.
C'était des musiciens, mais qui avaient envie d'écouter de la musique et de se faire plaisir. Donc c'est une autre approche de la musique, c'est plus chaleureux, plus ouvert, plus large. On peut avoir une plus belle scène sonore. Tandis que chez Danone, on a ce côté plus analytique. Donc, on va toujours avoir des ingénieurs qui sont dédiés à ça. On en a deux très, très spécialisés au Japon pour Danone, et on en avait deux, malheureusement, il y en a un qui nous a quitté, Ken, qui était spécialisé pour la partie, je parle juste de la sonorité de l'enveloppe musicale à la fin, et deux personnes qui sont aussi garants de ça en Europe, qui vont, eux, vérifier aussi que la philosophie fonctionne bien sur du 220 par rapport à du 110 ou du 50 ou du 60 Hz, parce que ça change légèrement. Ce qui n'est pas gagné d'avance. Ce n'est pas gagné d'avance. Donc voilà, donc on a tout ce travail qui est fait dans chaque région de manière à optimiser les produits et à garder la même sonorité partout dans le monde et avec une signature typique d'une marque. C'est comme si on achetait un piano chez Yamaha ou Bisondorfer ou autre. Chaque chose a un son différent, ou une guitare Gibson ou autre chose. Donc, en fait, pour rebondir sur Eindhoven, en fait, avec Patrice Larric, nous avons été, il y a 2 ans, nous avons eu ce privilège formidable de pouvoir rencontrer Ken Nishiwata dans son antre, parce qu'il a un studio magnifique. Tout ce que vous pouvez voir donc dans le reportage HCFR qui en a été fait, et je vous conseille vivement de vraiment de lire ce reportage, parce que Ken parlait avec son cœur, et je dirais que son cœur, c'était ses oreilles, et c'était déjà un homme formidable. Et en fait, il explique comment il arrivait, comment il arrive à reproduire ce son marrant, c'est le reproduire tout au long des années. C'est-à-dire que il y a une homogénéité au niveau de la reproduction du son marrant. Steph, est-ce que tu veux dire quelque chose à ce sujet-là? Non, pas forcément, dans le sens où malheureusement je connais pas assez la marque pour avoir un avis, mais de là à s'entendre dire qu'il y a une signature sonore chez les grands constructeurs et qu'ils la cultivent, oui, et tant mieux, parce que on pourrait être assez perdu après, une fois qu'on est amoureux d'une marque, si on retrouvait des signatures différentes. Et je ne voudrais pas citer d'autres marques, mais il est arrivé dans le monde de l'audio qu'une marque a changé de signature, et de temps en temps, c'est pas forcément à son avantage. Bien sûr. Non, c'est un gros travail. C'est super intéressant, hein, tout ce que j'avais. Une question moi de mon côté, si vous voulez bien, c'était ça reste dans cette dualité Danone-Marantz, si vous voulez bien, dans le groupe. Et on voit bien quand même aussi que le marketing sans doute est passé par là, parce qu'on voit bien que les deux gammes sont totalement imbriquées en termes tarifaires. À chaque fois, il y a un modèle Danone. Je prends l'exemple du 2700 pour en bas de gamme. Et hop, comme par hasard, on trouve un modèle Marantz, le 5015, qui est très très proche en spec, qui a cette signature sonore spécifique, qui a un peu plus de connectique. Quand on détaille les fiches détaillées de chaque ampli, on voit que le Marantz également est toujours un peu plus fourni en connectique. Il est toujours un petit peu plus haut de gamme, oui. Il est toujours 100 à 200 euros de plus. Donc, si par exemple un 2700, on a le 5015 qui est un peu plus cher, on prend le 3700, il y a le 6015 qui est pratiquement identique, un petit peu plus cher avec plus de connectique. Le 4700 a le 7015 de l'autre côté, pareil, et le 6700 a le 8015. Donc, c'est vraiment, quand on analyse la grille tarifaire, c'est vraiment pas choquant, mais c'est mécanique, quoi. On a toujours un modèle Danone et un équivalent, entre guillemets, Marantz, un tout petit peu plus cher dans la gamme. Oui, mais faire un commentaire sur ces. Ça, c'est assez vrai. C'est assez vrai, surtout si vous prenez aussi la concurrence, il y a toujours des produits à peu près au même prix, parce qu'il faut remplir malheureusement des cases tarifaires, et puis il en faut pour tout le monde aussi, il faut être honnête, on ne peut pas avoir que des produits à 3 000 €, ou il faut que tout le monde puisse accéder à ce genre de plaisir. Donc c'est vrai qu'il y a des produits qui vont être échelonnés en gamme tarifaire. Après, on va utiliser les mêmes châssis, c'est comme une voiture, on va utiliser un châssis qui est le châssis A, donc c'est la série A, la série B, C, D, etc. Et après, chacun va venir greffer 2-3 éléments supplémentaires, mais après, chacun va signer avec sa sonorité.
Et c'est vrai que le module HDAM coûte quand même beaucoup plus cher à fabriquer qu'avec un module hop. Mais avec un slowrate qui n'est pas du tout la même chose. Beaucoup plus rapide. Mais bon, ça nous amènerait trop loin. Et du coup, je rebondis par rapport à ce que disait Pascal, puisque en fait, quand on lit les annonces marrantes, nulle part n'est mentionné les 7705 et surtout notre 8805 que nous sommes au moins deux à posséder ici, donc Steph et moi. Donc, quid de l'avenir du 7705 et du 8805, sachant que chez Denon, il n'y a pas ce style de choses, puisque le haut de gamme que représente le Marantz 8805, qui est un processeur, qui n'est pas un intégré, donc qui est un processeur seul, il n'a pas d'ampli, alors que son équivalent cousin Denon, c'est un intégré possédant 13 amplis et pouvant processer 15 canaux comme le 8805. Quand on dit 15 canaux, c'est 13 canaux en même temps. Voilà. Donc, quid du 7705 et du 8805, Yann? Alors, 77, je peux pas trop en parler, c'est un peu tôt, on va être très clair. Pour le moment, il va continuer, mais je pense qu'il y aura une bonne nouvelle. Par contre, le 8805 va lui continuer et il aura un upgrade comme le 8500 chez Denon. Donc, on aura bien sûr une mise à jour de la carte HDMI possible en option et bien sûr la mise à jour du DTSX Pro fin d'année qui sera directement injectée dedans. D'accord. Est-ce que le DTSX Pro est lié à l'upgrade et quel est le coût prévisionnel prévu de l'upgrade à peu près? Alors le coût prévisionnel, on ne sait pas trop. On estime on va dire, entre 700 et 900 euros. Tout va dépendre parce qu'il y a bien sûr le remboursement de station, les frais de la station. Il faut bien sûr payer la main d'œuvre, l'intégration de la carte, le coût de la carte. Pour nous, c'est pas une chose qui est très rentable, mais qui fait partie du service. Mais par contre, pour la partie DTSX, ça sera injecté gratuitement. Donc ça, c'est en DTSX Pro. Oui, c'est totalement à part. D'accord. Donc l'upgrade, c'est à peu près quelle période? Je pense janvier. Janvier. Pour la Donc carte ça a HDMI. reculé un Oui, petit c'est un peu reculé, oui. D'accord. Et le DTSX Pro, novembre, octobre, novembre? Octobre-novembre. Pour le moment, on est toujours sur ces timings-là. D'accord. Je ne suis pas moi-même possesseur, mais pour les gens qui ont un Denon 8500, il y a quelques semaines qu'on a fait le podcast, on avait avancé une date aussi pour l'upgrade. L'upgrade pour le 8500 va être à cette même date de janvier? Je pense qu'il va être un peu repoussé, oui, malheureusement. D'accord. Et puisqu'on est dans le contexte Marantz, un remplaçant pour le 8805, c'est quelle échéance à peu près? Je sais qu'on ne peut pas s'avancer, mais... Non, je pense que lui va rester. Théoriquement, normalement, chez nous, les hauts de gamme ont une durée de vie d'environ 3 ans. Donc, je pense que oui, ça sera plutôt l'année fin 2021. D'accord. Est-ce que quelqu'un a des questions concernant donc ce contexte-là, 7705? On a bien compris, on ne peut pas encore en parler, mais il y a quelque chose qui est dans les cartons. Et le 8805, des questions? Ouais, une question sur le 8805, j'en ai un. Au-delà du fait que c'est bien d'assurer le suivi du produit pour ceux qui l'ont déjà acheté, est-ce que ça voudrait dire que le 8805 plus tard sera vendu directement avec l'upgrade intégré ou ça sera plutôt l'objet d'un nouveau produit? Non, ça sera avec l'upgrade. Il y aura une version A, en fait, une version avec l'upgrade intégré. D'accord. Un petit peu comme le 8802, c'est ça à l'époque? Oui, comme on a fait sur les anciens modèles 8802, comme ça se faisait avant chez Denon aussi avec les AVC A10, AVC A10 SA, SR, SR1, SR2. D'accord. Eh bien, messieurs, ça fait déjà plus d'une heure
vin que l'on parle. Est-ce qu'il y a des questions, messieurs? Oui, peut-être sur le système de calibration. Denon Marantz, ça reste fidèle à Odyssey. Odyssey, c'est le XT32. Bon, c'est quand même assez vieux. Est-ce qu'il y a des projets d'amélioration ou est-ce que vous comptez passer chez un autre fournisseur? Là, c'est vraiment un gros débat interne depuis maintenant un an et demi. Claire, on a approché d'autres fournisseurs aussi, mais on est quand même très fidèle à l'Odyssée, puisqu'en fait, on considère que la mise en service de l'Odyssée est quelque chose d'assez exceptionnel dans cet univers-là, parce que tout ce qu'on voit à l'extérieur, il y a d'autres produits concurrents qui fonctionnent très bien, mais qui sont, pour le commun des mortels, difficiles à mettre en service. C'est ce que j'expliquais l'autre fois aussi sur Denon. On n'arrive pas à trouver encore de solution chez les concurrents qui apporterait un tel plus qu'on pourrait perdre cette facilité d'usage. Alors, pour avoir testé le Lindorf, Ouais. c'est vrai que la mise en œuvre est très simple, mais c'est vrai aussi que l'on ne parle absolument pas du même niveau de coût que pour le Room Perfect, que Oui. pour le MultiQ XT32. Sachant que utiliser la solution d'Irak, il vaut mieux avoir un ordinateur et s'y connaître un petit peu. Enfin, Cyril pourrait nous en Ah parler. oui, mais sans compter l'intégration par certaines marques qui est vraiment très compliquée. On ne va pas les citer, mais il y a des marques qui ont vraiment beaucoup de problèmes avec le Dirac Line. Et c'est pas si évident que ça à intégrer aux appareils. Et c'est pour ça que d'un point de vue de l'utilisateur, très objectivement, on peut dire que la facilité d'utilisation de l'Odyssée, d'autant plus avec l'applet, maintenant avec l'applet, c'est vrai que c'est archi simple et que globalement, c'est très puissant. Enfin, c'est vrai qu'on n'est pas au niveau d'un Room Perfect, mais Mais pas dans le même budget non plus. et je ne parle pas mon préféré Trinov, mais bon, c'est vrai qu'on est dans des niveaux de coûts qui sont sans commune mesure avec ceux dont on parle ici. Par contre, il faut bien repréciser encore une fois que quand on parle de Odyssey, on n'est pas très loin, à mon avis, d'un Room Perfect ou d'un Dirac en XT32. Il faut bien faire ce point-là, parce qu'en XT, avec les amplis par contre d'entrée de gamme, on n'a que le XT simple, voire même le MultiQ, même pas XT. Non, là, la qualité, elle n'est pas tout à fait la même, quoi. Chez nous, on commence qu'au XT. On commence en XT, d'accord. Mais, donc, si on veut la bonne calibration, enfin la meilleure calibration, il faut utiliser le XT32, et donc disponible dans la gamme Marantz à partir du 6015. Oui, 6015, et pareil chez Denon, 3007. Mais c'est très important aussi, ce que je dirais, c'est pour ceux qui utilisent l'applet, utilisez-la sur une grande tablette, c'est plus facile avec un stylet, parce que si on veut faire des points de correction avec les doigts, c'est pas très précis, c'est le défaut qu'on constate sur iPhone ou sur un téléphone. Si vous avez la possibilité d'utiliser avec un stylet, vous arriverez à faire des courbes beaucoup plus précises. C'est vrai qu'effectivement, pour avoir utilisé le kit Odyssey Pro pendant très longtemps, j'ai été un très grand fan. J'ai eu également ce privilège de rencontrer Chris Kyriakakis, donc le patron d'Odyssey, et j'ai été un grand fan du kit Odyssey Pro. Sauf que à partir du 8802, donc qui était compatible avec le kit Odyssey Pro, mais non compatible avec l'applet. Pour moi, le complément de perf qui était permis avec le kit Odyssey Pro n'était pas aussi significatif que ça pouvait l'être avec le 8801 précédemment. Donc voilà, j'estime qu'avec le 8805, donc qui permet la mise en œuvre de l'applet, le résultat est vraiment pas mal du tout du moins chez nous.
Pascal, qu'est-ce que tu en penses? Moi, personnellement, j'ai jamais eu l'Odyssey Pro, donc je ne peux pas comparer, mais je peux te reciter où, en gros, on disait que tu as aussi dit, enfin, je ne veux pas parler à ta place, mais en effet, que l'applet n'était pas loin. On perd un tout petit peu en fonctionnalité par rapport à Odyssey Pro, mais c'est quand même un bel ajout pour. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui se plaignent, encore une appli, il faut la payer 20 €. C'est normal puisque c'est Odyssey, enfin, c'est la licence, mais a priori, le coût en vaut largement la chandelle. Oui, là, Oui, allez-y, Anne. Non, là, je suis d'accord, parce que c'est vrai que 20 €, quand on voit certaines licences sur d'autres produits qui sont de l'ordre de 700, voire 1000 €, ou même l'Odyssey Pro qui était assez cher, hein, c'était dans les 600-700 € à l'époque, ça donne un accès à des réglages et à une précision qui est assez étonnante. Et c'est vrai que depuis maintenant 2 ou 3 ans, la courbe a aussi changé, hein, la target curve, comme ils disent, a été un peu modifiée. On a moins le dip qu'on avait sur certaines fréquences. Et je trouve que le résultat est depuis très très agréable. Par contre, là, Yann, excusez-moi, mais je suis obligé de faire un double commentaire parce que là, moi, je suis très pointu là-dessus. Premièrement, c'est tous les utilisateurs Odyssey pratiquement se plaignent tous qu'après, avec la courbe référence, on n'a pas assez de graphes. Oui. Je sais bien que c'est la courbe référence, mais la plupart des utilisateurs aiment avoir plus de graphes. Et du coup, tout le monde se retrouve à trouver des moyens pour booster. Soit sur le canal LFE, on met plus 6 dB après, soit on édite la courbe, mais tout le monde pratiquement augmente les graphes sur la courbe de référence. Donc, oui, il faut. Après, c'est une courbe de référence qui est faite. Alors, le problème, c'est que j'ai beaucoup discuté avec eux, c'est des courbes de référence qui sont faites déjà beaucoup aux US, qui sont des mesures de pièces américaines. Aux US, pour moi, c'est encore pire parce que c'est des pièces très absorbantes, vu que c'est des matériaux en bois. Oui, en bois. Mais c'est très difficile. Il y a cette mode de plus de basses aussi, c'est-à-dire qu'on s'habitue à avoir plus de basses. Après, même en discutant avec les gens d'IMAX ou avec les gens de DTS, c'est vrai qu'on a toujours tendance à vouloir un peu plus de basses par rapport à ce qu'on a. Moi, je suis un peu d'accord. J'aime bien aussi les basses, donc j'en rajoute systématiquement sur ma courbe. Mais c'est vrai que la target curve est assez propre si on la mesure avec d'autres logiciels. Si vous prenez un RoomEQ et que vous faites une mesure, la target curve n'est pas si mal en fait. Je pense surtout que dans ce contexte-là, ce qui peut jouer aussi, c'est l'utilisation du Dynamic EQ, c'est-à-dire donc l'adaptation physiologique. Donc si on utilise le Dynamic EQ, il y a peut-être moins de tentation d'utiliser un complément, enfin un complément d'augmenter le niveau du LFE. Oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les feux s'effondrent très vite si on baisse le volume. En fait, c'est là où parce qu'on est plus sur le volume de référence souvent quand on écoute à un niveau plus faible, donc on effondre les graves. Et avec le Dynamic EQ, on va garder, puisque ça va rebooster en fait les extrêmes et les surrentes, en fait, pour pas que ça s'effondre. Enfin, de mon point de vue, le grand point fort d'Odyssey, c'est justement le Dynamic EQ, qui est quelque chose qui, à ma connaissance, n'existe pas par ailleurs, Non. à part chez THX à la grande époque, où effectivement ils avaient une correction physiologique, et à mon avis, ils s'étaient servis des éléments qu'ils avaient rachetés chez Odyssey. Mais c'est une supposition de ma part. C'était les mêmes personnes au départ. Excuse-moi Hugo, j'avais un deuxième point assez important, je pense, à expliquer. Il y a un mythe urbain qui circule sur les forums, y compris chez nous, ainsi de suite, de dire que quand on fait les gens certains pensent que quand ils font leur calibration Odyssey via l'applet, ils ont un meilleur résultat que quand ils font leur calibration Odyssey dans l'ampli. Est-ce que tu peux, Yann, dissiper ce mythe urbain ou au contraire le confirmer? Est-ce que les traitements se font dans l'ampli, dans le téléphone? Est-ce que les résultats sont meilleurs? En fait, la puissance de calcul du téléphone est plus forte, donc c'est meilleur. On arrive à aller plus loin. En fait, on augmente la résolution dans le téléphone. C'est pour ça qu'on passe par l'applet.
D'accord, donc en fait, tu confirmes ce qui me semblait être un mythe urbain, c'est qu'en fait, on obtient un meilleur résultat de la calibration via l'applet. Oui, on est plus fin. On monte en résolution. Personnellement, si vous me permettez, dans le contexte de l'utilisation, donc dans notre contexte, donc qui est un contexte double sub SVS PB13, plus un kit THX Klipsch KL650, etc., avec des enceintes JBL Pro donc en hauteur, en 0.6. L'installation est détectée comme quasiment large, avec une coupure minimale à 40 Hz. Alors pourquoi je parle de ça? C'est parce que en injectant directement les courbes avec les fréquences de coupure trouvées par Odyssey, en les injectant directement dans le processeur, en l'occurrence le 8805, et en modifiant derrière la fréquence de coupure qui chez nous est utilisée, à savoir le 60 ou le 80 Hz suivant les cas, j'ai trouvé qu'il était au niveau de l'oreille du ressenti, le ressenti était meilleur en positionnant le 80 ou le 60 Hz directement au niveau de l'applet et en la téléchargeant directement dans le processeur, plutôt que de modifier cette courbe directement par les menus du oui, parce que si vous le modifiez, vous ne modifiez pas la courbe, il faut la réinjecter dessus, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est plus rapide, en fait, par l'applet. Donc, il vaut mieux le faire par l'applet. Oui, et je trouve que au niveau du subjectivement, le résultat est bon, c'est pas le jour et la nuit évidemment, hein, mais c'est meilleur. Et c'est vrai que le 8805 est pas mal du tout. Enfin bon, chacun son truc. Quelqu'un a des questions, Cyril? Une question sur l'applet. Est-ce que les gens qui ont acheté l'applet et qui souhaitent upgrader leur matériel avec un nouveau ampli, est-ce que ça va continuer à fonctionner ou est-ce qu'il faut acheter la licence? L'applet est définitive pour l'utilisateur. D'accord, avec une durée de licence infinie en fait. Oui. Autant d'appareils, moi j'ai toujours la même applet, j'ai dû faire une centaine d'AVR avec. Ah oui, donc ça va. Ce qui n'était pas le cas avec le kit Odyssey Pro. Pas du tout, il fallait ajouter une licence par appareil. Oui, par MAC adresse, oui, c'était un peu super. D'autres questions, Pascal, Steph? De mon côté, non, tout va bien. Yann, comme toujours, a été parfait. Il a répondu à toutes nos questions. Ouais, j'espère. Steph? Non, pas de questions particulières, si ce n'est que j'ai bien entendu les dates possibles de mon prochain upgrade, donc je ne manquerai pas de faire d'appeler vos services. Pas de souci. Eh bien, messieurs, ça fait déjà quasiment 1h30 que l'on parle. Et je tiens vraiment à vous remercier, Yann, d'avoir répondu à toutes nos questions. Voilà, du coup, je vous propose qu'on ferme cet enregistrement et donc qu'on termine ce podcast. Encore une fois, Yann, coucou, un lecteur CD marrant et sadiste. C'est noté, je vais repousser mon ami. Et encore une fois, merci beaucoup. Et puis, bonsoir à chacun. Si quelqu'un veut dire un petit mot de conclusion, Cyril? Oui, ça va peut-être pas être facile pour les gens de choisir entre Denon et Marantz, en fonction de leurs enceintes, etc. Ça va être un petit casse-tête pour les gens. C'est pour ça qu'on leur dit bon courage. Oui, mais bon, après, il faut savoir ce qu'on aime. Il faut écouter. Mon message de fin est à peu près le même. Hein. C'est voilà, les deux gammes sont là. C'est toujours Denon Marantz. Pour moi, a priori, vu l'état des lieux actuel, c'est plutôt Denon 6700. Oui, après, c'est vraiment un choix. Suivant mes contraintes à moi. Alors, je peux résumer ma façon de voir. Je dirais que pour les gens qui ont envie d'un son un peu plus chaud, un peu plus rond, une belle scène sonore bien ouverte, on ira plutôt sur du Marantz.
Et après, si on a des enceintes un peu dures, pareil, on va rester sur du Marantz. Tandis que chez Denon, on va plutôt, ça va être transparent, c'est-à-dire qu'on va avoir le vrai son des enceintes. Ça va être très détaillé, très précis, très ciselé, mais on aura un peu moins cette douceur. Ça peut être aussi de temps en temps un peu secouant. Tout à fait. Bah moi, dans mon cas, c'est le budget aussi qui parle. Hein. Oui. Avec la discussion qu'on a eue avant, moi, j'ai du mal à me justifier, en tout cas pour mon budget, les 500 € d'écart entre le modèle Denon et Marantz pour le 6700. Bon, ça rentre. Oui, je peux comprendre. Steph? Non, pas. Enfin, on va pas rouvrir un débat parce qu'on s'était dit qu'on allait clôturer, mais j'aurais tendance à dire que c'est vrai que deux marques assez proches d'ampli audio-vidéo, avec leur propre signature sonore, mais avec de manière embarquée des tas de systèmes de correction acoustique, c'est vrai qu'à la fin, ça devient compliqué de faire un choix. Et j'aurais tendance à dire le meilleur choix, c'est de pouvoir essayer le produit à la maison sur ses enceintes, et c'est jamais très facile avec ce type de produit qui coûte cher. Oui, et puis loin. loin. Faire confiance aux testeurs HCFR et aux tests multivoix que l'on fait. Et la raison du multivoix, c'est justement pour que chacun puisse éventuellement se retrouver dans les commentaires divers, ce qui n'est pas simple à réaliser, je ne vous le cache pas, parce que faire intervenir 3-4 personnes pour écouter un produit n'est pas simple, mais nous sommes HCFR, nous sommes une association de 920 membres aujourd'hui, ce matin, et voilà, c'est ce qui nous permet d'être spécifique dans le paysage audiovisuel français, pour ne pas dire autre chose, mais voilà. Encore une fois, Yann, merci beaucoup, et je vous propose qu'on arrête là. Bonsoir à chacun, et puis à bientôt. Oui, à bientôt. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Merci. Merci à tout le monde. Au revoir. Bonsoir à tous. Au revoir. Stranger to excuses, burned me once or twice. I expect